15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette émission. Nous allons passer une heure ensemble avec mon invitée, psychologue clinicienne, psychanalyste et écrivaine française, spécialiste de la précocité, des hauts potentiels et de la réussite. Elle est l'auteure de plusieurs livres de vulgarisation scientifique et à destination de tous dans ce domaine, dont les best-sellers L'adulte surdoué ou encore La femme surdouée. Aujourd'hui, Monique de Kermadec vient nous faire découvrir son nouvel ouvrage intitulé Le plus grand des amours, Apprendre à se connaître et à s'aimer, qui vient de paraître chez Flammarion. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité et ce, en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Monique de Kermadec. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui en direct sur Radio J. Bien sûr, on va découvrir votre actualité, mais vous savez, sachant que vous êtes une spécialiste de la psychologie, de la psychanalyse, bien cette émission a aussi cet ADN-là, et c'est un petit peu bizarre parce qu'on va changer de siège, si vous le voulez bien, pour le coup. Je vais tenter un petit peu, moi, de prendre votre place avec mon humble positionnement de présentatrice, et pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Le premier serait certainement l'optimisme. Je suis optimiste, je vois bien sûr les difficultés du quotidien et de la vie, mais j'ai tendance toujours à percevoir que les choses vont s'arranger et je cherche comment faire en sorte pour qu'elles s'arrangent. Le deuxième, ce serait je suis entreprenante. J'ai toujours besoin d'avoir des projets. Actuellement, j'ai un livre qui vient de sortir, mais je suis déjà... sur le prochain. Dans le prochain. Et quand je ne suis pas dans le prochain, j'ai autre chose en tête. J'ai besoin de me projeter aussi dans l'avenir. Et le troisième, je pense qu'il est lié à ce que je fais aujourd'hui. Depuis longtemps, j'ai un intérêt pour l'autre. J'ai commencé par la littérature, mais la littérature était pour moi l'occasion de découvrir l'autre au travers de la fiction. Donc voilà, je dirais que c'est avant tout les 3 mots que j'utilise. Je me permets sur le dernier mot, ça se ressent énormément dans votre ouvrage Le plus grand des amours, où il y a beaucoup de philosophes, de grands penseurs que vous citez. Bien sûr, on va y venir dans un instant. Mais on va voir si ces mots collent avec votre personnalité tout au long de cette émission, et puisque vous la connaissez un peu. Je suis curieuse de découvrir si c'est vrai. Le début, toujours le début. Monique de Kermadec, vous êtes née un 14 mai à Nice. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai grandi au soleil. J'ai grandi dans une région que je continue à trouver magnifique. Et j'ai de très bons souvenirs de cette enfance, bien que je sois devenue parisienne depuis de nombreuses années et que j'ai quitté Nice juste après mon bac pour partir vivre aux États-Unis. Donc, c'est une région de cœur, c'est une région où j'ai de bons souvenirs. Je suis fille unique, donc j'ai eu beaucoup d'attention de mes parents, jusqu'au jour où ils se sont séparés et où les choses se sont un petit peu compliquées pour nous 3. Mais néanmoins, j'ai de très bons souvenirs de mon enfance. À quel moment, je me permets de faire un petit parallèle, parce que je connais le sentiment de la fille unique et du questionnement. À quel moment vous savez que vous voulez faire ce métier, celui que vous avez choisi? Est-ce qu'il apparaît très tôt dans l'enfance? Parce que les enfants uniques, parfois, ont le sentiment de se sentir uniques et à part, avec des questions de séparation, ou ça vient plus tard? Mon métier n'a pas de lien avec ce qui s'est passé, tout au moins de lien immédiat avec ce qui s'est passé entre mes parents. Quand je grandissais, j'avais envie de faire ce que mes parents souhaitaient, bien évidemment que je fasse. Je devais devenir pharmacienne. Vos parents étaient dans l'industrie pharmaceutique ou médecin ? Non, pas nécessairement, mais ils y voyaient la possibilité à la fois de rendre service, d'être utile, d'avoir une démarche intellectuelle et peut-être aussi d'être commerçante, je ne sais. Mais j'ai longtemps dit cela pour me rendre compte plus tard que dans les faits, c'était autre chose que personnellement j'avais envie de faire. Oui, l'autre était présent, mais il a commencé par être présent au travers d'études littéraires que j'ai faites aux États-Unis, où j'ai fait un doctorat en littérature comparée.
Est-ce que c'est quand même faux de penser qu'on choisit ce métier de psychologue en rapport avec la psychologie pour aussi mieux se connaître? On a Bien tendance évidemment. à penser cela. Je crois que ce serait vraiment passer à côté d'un point important que de dire qu'on devient psychologue pour les autres. On commence bien évidemment par s'interroger sur soi, par ressentir certains besoins, et on fait une première démarche qui est de chercher à se connaître et de prendre soin de soi. Après, nous pouvons découvrir que c'est très important de continuer notre chemin avec les autres. Alors, vous venez de nous le confier, Monique de Kermadec, vous allez faire des études littéraires, vous allez Oui. bien sûr avoir un bac, et puis vous allez alors entamer une double formation en France. Vous obtenez d'abord un cursus en psychologie Oui. clinique à l'Université Paris Diderot, aux États-Unis aussi, à l'Université du Texas à Austin. Parallèlement, une analyse personnelle. Oui. Vous êtes admise à 36 ans dans une association, l'Association psychanalytique de France. Vous devenez membre sociétaire, et ceci, c'est important de l'expliquer, c'est pas juste une association, c'est cela a pour objet des recherches en psychanalyse, aussi la formation de psychanalystes. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut, après une analyse personnelle, devenir psychanalyste après sa propre analyse? Non, je pense qu'on peut avoir une analyse tout à fait réussie dans le sens où on a fait un parcours qui nous permet de vivre une vie plus sereinement. On peut le faire sans avoir le désir de devenir psychanalyste. Mais c'est un complément à des études de psychologie. Et si on a pour objectif de prendre soin de l'autre tout en continuant à prendre soin de soi, je pense que ce travail personnel peut nous mener à vouloir devenir thérapeute en ayant une écoute particulière. Monique de Kermadec, vous allez intégrer également une école de pensée en psychologie aux États-Unis et bien d'autres d'ailleurs. Vous commencez à travailler comme psychologue clinicienne en Île-de-France. Vous intégrez un service de psychiatrie infantile. Vous allez également vous spécialiser dans les questions de précocité intellectuelle, de réussite chez l'enfant et l'adulte. Pourquoi cette spécialité principalement C'est un sujet qui est devenu important déjà lors de de mes années aux États-Unis, parce que j'ai pris conscience. J'étais dans une université dont le département de psychologie était particulièrement important et proposait à tous les étudiants qui entraient de passer une batterie de tests de personnalité et tests d'intelligence. Donc, Très bien. J'ai pris conscience déjà à ce moment-là que rechercher les aptitudes, rechercher les forces, mais peut-être aussi rechercher les vulnérabilités chez un étudiant pouvait être vraiment précieux pour l'accompagner dans ses études. En France, on n'en a pas parlé très longtemps et j'ai constaté qu'au début, lorsqu'on en a parlé, il y a eu une très grande méfiance. On a eu l'impression que s'occuper de précocité, c'était vouloir mettre d'un côté les intelligents et de l'autre côté les autres. Or, il n'est pas du tout question de cela. Si c'est vraiment ma perception avait été celle-ci, je ne me serais jamais engagée dans un travail sur la douance, que ce soit celle des enfants ou des adultes. Est-ce que du coup, après cet examen, cette batterie de tests, vous vous rendez compte que vous-même, vous avez une aptitude particulière à la douance? Je dirais que c'est un sujet qui est très personnel et qui ne doit pas entrer en compte. Je me rends compte qu'au travers des années, les personnes vous disent « vous occupez des surdoués, quel est votre QI ?» Comme si de donner un QI allait dire « voilà, je suis capable de vous comprendre ». Alors que ce n'est pas que un QI, la douance. Bien évidemment, c'est un ensemble de caractéristiques qui accompagnent une capacité à comprendre et à entrer en relation avec le monde et avec les autres. Monique de Kermadec, on parle énormément d'HPI, d'HPE. C'est pour le coup devenu très à la mode. Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu utilisé à tort et à travers et parfois qu'on s'auto-dit HP et qu'on ne l'est pas forcément? C'est une question importante parce que tout un nombre de personnes ayant rencontré soit des difficultés dans leurs relations, ou des difficultés dans des formations professionnelles, vont chercher à comprendre ce qui les rend différents et ce qui peut être à la base de difficultés. Donc, poser des questions sur soi, et c'est ce que j'ai toujours maintenu,
demander à passer un test ou rencontrer un psychologue spécialiste de la douance ne veut pas dire qu'on doit nécessairement être surdoué, mais chercher à se comprendre est toujours nécessaire pour pouvoir aller de l'avant positivement. On va y venir, bien sûr, on va cheminer puisque vous sortez un ouvrage qui est un petit peu dans cette continuité puisque c'est surtout l'idée d'apprendre à se connaître, que nous soyons doués ou pas doués, mais l'idée de savoir qui nous sommes est une très grande importance, on le découvre dans votre ouvrage. Vous allez alors, avant cela, publier plusieurs livres de vulgarisation scientifique, je le disais, sur la précocité, d'autres pour conseiller les parents d'enfants précoces, relayer vos dernières recherches sur le sujet, participer à de nombreuses conférences en France, aux États-Unis, ce qui vous vaut d'être également souvent sollicité par les médias pour en parler. Une dizaine d'ouvrages en français sur le sujet de la précocité, de Pour que mon enfant réussisse, le soutenir et l'accompagner jusqu'à Les forces des surdoués dans un monde en crise. Qu'est-ce que vos recherches vous ont permis de comprendre en arrivant aujourd'hui, comprendre de cette faculté du cerveau? La première chose qui m'a frappée, c'est qu'on a tendance à parler de surdoué, de douance, ou de précocité pour l'enfant, en fonction d'un certain nombre de stéréotypes. Or, un surdoué est un être humain avec ses différences, sa personnalité, et on ne saurait les aborder simplement avec des connaissances purement techniques. Je crois que l'écoute clinique qui permet de faire le lien entre l'intellect et la personnalité est absolument important lorsqu'on parle d'eux, lorsqu'on les reçoit ou l'on souhaite les aider. Est-ce qu'il est facile pour autant de reconnaître un enfant ou un adulte surdoué? Et est-ce qu'il y a quand même, tout de même, des manifestations qui sont toujours à peu près similaires? Alors, quand on travaille pendant un certain nombre d'années, de toute façon, dans ce domaine, il est évident que l'on a des détecteurs, entre guillemets, qui ne sont pas scientifiques, qui sont essentiellement liés à l'expérience, mais il y a une certaine complicité que vont rapporter tout un nombre de surdoués d'âges différents en disant « mais avec cette personne, tout d'un coup, il y a une complicité. On raisonne de façon à apporter quelque chose à l'autre. Et il y a une véritable rencontre. » Donc oui, il y a quelque chose de non quantifiable qui n'a rien à voir avec les statistiques ou les réponses aux questions du test. Mais je pense que nous ne pouvons pas nous satisfaire uniquement de cela pour dire que quelqu'un est surdoué. Et surtout, nous ne devons pas chercher à être surdoué à tout prix, car on peut avoir des talents, des trésors à apporter au monde dans lequel nous vivons, sans avoir nécessairement un QI de plus de 130. Donc ce n'est pas forcément... C'est important de le préciser, ça, pour nos auditeurs. Être précoce, surdoué ou HP, c'est la même chose. Et est-ce que, pour le coup, il y a une globalité? Comment expliquer? C'est-à-dire que ce n'est pas juste un QI, c'est aussi une émotion particulière, un être à part. C'est un petit peu ça que vous nous dites. Oui, il y a un rapport. Il y a un rapport à l'autre, il y a un rapport au monde. Il peut y avoir une intensité qui sont particulières. Mais je dirais que nous ne pouvons pas simplement nous limiter dans le contact avec l'autre, dans la rencontre avec l'autre, à ces points spécifiques. Parce que quelqu'un peut être tout à fait, je dirais, sans connaissance mathématique et être un génie d'un autre domaine. Nous ne sommes pas obligés d'avoir une douance globale. Nous pouvons avoir des talents qui doivent suffire à eux-mêmes si nous les investissons. Est-ce que vous faites une différence entre HPI et HPE? Il y a certainement une différence parce que cette intelligence émotionnelle dont on parle, nous ne la possédons pas forcément quand nous avons une intelligence cognitive. Intellectuelle. Vous avez reçu plus de 15 000 familles en bilan et en entretien. Vous avez bien sûr nourri une réflexion très construite sur 3 notions fondamentales que j'imagine vous devez délivrer lors de ces rendez-vous. Le parent est le meilleur allié de l'enfant. Tout à fait. Un enfant est plus qu'un QI. Je pense qu'on l'a très bien compris. Oui. Et il n'y a pas d'âge pour réussir. Oui, parce que si nous entendons réussir tel que la société peut le définir, c'est une chose. Mais réussir sa vie, avoir le sentiment que nous sommes à la bonne place et que nous pouvons
contribuer, partager tel que nous le désirons, ceci est essentiel. C'est un discours très rassurant à l'heure où beaucoup de parents se disent qu'avoir un enfant en avance, précoce, qu'importe le terme que l'on pourra employer, peut être un problème. Ah, ça n'a pas à être un problème. Et je me souviens tout au début, lorsqu'en France, vous le savez peut-être pas, mais on a parlé de l'annonce pour une première fois à la télévision, à l'émission de Cavada, La Marche du siècle, ça devait être en 94-95. Et on nous a montré quelques enfants, dont un ou deux avaient manifestement quelques difficultés, quelques problèmes au-delà d'une intelligence supérieure. Cette douance a été rapidement associée aux enfants, a été associée à des enfants qui rencontraient des difficultés. Or, on peut être surdoué et ne pas avoir de problème, ne pas avoir de difficultés. Si un enfant est HPI, au potentiel intellectuel, mais a des difficultés relationnelles, le parent doit s'en préoccuper parce que dans la vie, nous ne sommes pas qu'un cerveau, nous avons besoin de relations. Et ça, de toutes les façons, que l'on soit HPI ou pas, s'il y a un problème relationnel, il faut se soucier de son enfant, quoi qu'il en soit. Oui, nous avons besoin d'aide. À quel moment on doit... est-ce qu'on est HPI ou est-ce qu'on le devient? Je pense, oui. La question de l'acquis ou de l'inné est posée depuis, je dirais, le moment même où on a commencé à parler des surdoués. Et nous sommes arrivés avec des écoles très différentes, mais pour en finir, nous en sommes toujours à oui, il doit y avoir un peu de génétique, mais ça reste quelque part à prouver. Oui, il y a de l'acquis, parce qu'on remarque, par exemple, il y a eu des études qui ont montré que lorsque nous sommes dans un contexte qui nous oblige à utiliser le meilleur de nous-mêmes, avec des gens qui sont peut-être plus intelligents que nous, nous augmentons nos points de QI. Mais lorsque nous nous retrouvons chez nous, sans stimulation, nous revenons à notre position première. Donc oui, nous pouvons aider, mais on ne crée pas du surdoué. D'ailleurs, a-t-on besoin de créer des surdoués? Que serait une société où il n'y aurait que des surdoués? Dans un monde un peu plus spirituel, les HPI neuroatypiques sont qualifiés d'enfants des étoiles. Et j'avais très envie d'évoquer ce sujet-là avec vous, parce que beaucoup disent qu'ils ont pour vocation d'être des êtres indigo, cristal, arc-en-ciel. Est-ce que vous croyez à ça? Et si oui, est-ce qu'on peut l'expliquer à nos auditeurs? Ce n'est pas une notion qui m'appartient. Je pense qu'un enfant en soi, quel qu'il soit, est un être précieux, un être qui mérite notre attention, un être qui a encore tout à découvrir et qui va apporter quelque chose de personnel au monde. Je n'ai pas besoin de le mettre dans ce type de catégorie. Je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Monique de Kermadec, est-ce que l'on finit toujours par comprendre la nature humaine ou elle nous surprend toujours après toutes ces années où vous éprouvez les sentiments des autres qui viennent vous voir, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs aussi? Chaque rencontre est unique et je crois que c'est ce qui me pousse à continuer. Et je ne peux même pas imaginer un jour me fatiguer d'écouter d'autres personnes. Je sais que parfois on me dit mais... Au fond, tous les problèmes sont les mêmes pour chacun. Alors, pourquoi restes-tu là? Tu n'en as pas assez? Mais non, ce n'est jamais exactement la même personne que nous rencontrons. Et cette rencontre va aussi nous enrichir. Monique de Kermadec, depuis 2 ans, vous élargissez le spectre, votre champ d'action, si je puis dire, avec la colère, aujourd'hui l'amour. Vous avez publié « Oser la colère ». Dis-moi quelle est ta colère, je te dirai qui tu es. J'aimerais beaucoup en parler longtemps avec vous, mais nous allons nous consacrer également à ce livre aujourd'hui qui s'adresse à notre nous, à notre moi, au soi. Il s'intitule « Le plus grand des amours, apprendre à se connaître et à s'aimer » aux éditions Flammarion. Parce que finalement, notre plus grand amour doit être nous-mêmes. Ne pas s'aimer, c'est vraiment, je dirais, préjudiciable. Je pense qu'il est difficile de mener une vie satisfaisante si nous ne nous connaissons pas, si nous ne savons pas quels sont, je dirais, à la fois nos besoins, qui nous sommes, et comment être confortable avec nous-mêmes. Si nous sommes en guerre avec nous-mêmes, je ne vois pas comment nous pouvons écouter l'autre, ou voire même avoir une relation positive avec l'autre. Est-ce que vous estimez qu'être étranger à soi-même, c'est devenu le mal du siècle?
Je crains que, en tous les cas, ce soit encouragé par toutes les incitations que nous avons à être autres que nous-mêmes. On nous donne des modèles, on nous donne des modèles physiques, des modèles intellectuels, des modèles de réussite matérielle. Or, bien, mais c'est la vie des autres. Il est important que nous n'oublions pas qui nous sommes pour mener la nôtre. Et alors, vous posez ces questions. Qui suis-je? Quels sont mes désirs? Comment ne pas passer à côté de ma vie? Nous sommes nombreux, bien sûr, à nous interroger, à ressentir parfois un sentiment d'insatisfaction, de tristesse, d'anxiété, si ce n'est parfois de dépression. Et sans attendre, alors, vous nous proposez de garder en tête quelques vérités que j'aimerais citer, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Se cacher, prétendre être ou faire semblant est mentalement et physiquement épuisant. La vie est plus simple lorsqu'on n'est plus en opposition avec ce dont notre cœur a besoin. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience qu'on passe à côté de soi, de sa vie. Ça, c'est très important de le dire à nos auditeurs. Il n'est jamais trop tard pour se souvenir des moments où nous nous sommes dit qu'il fallait que cela change, que notre vie était en jeu, surdouée ou non. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Chacun est concerné. Notre épanouissement concerne aussi nos proches, en amour, dans le travail. Nous avons tous le courage de nous accomplir. Se découvrir dans la profondeur et l'intimité de son être rend heureux. N'ayez plus peur. Ce sont des conseils très précieux où il faut aussi avoir le courage de se rendre compte que nous ne sommes peut-être pas dans notre vie. Et la question qui me turlupine, c'est est-ce qu'il y a un élément déclencheur où on se rend compte qu'on n'est pas dans sa vie, et est-ce que ce sont souvent les mêmes ou non? Ils peuvent varier. Parfois, il s'agit d'un événement de vie qui peut représenter un danger pour nous, pour nos proches. Ça peut être une relation dans laquelle quelqu'un a cherché de manière plus forte à, je dirais, nous maîtriser, à nous contrôler. Ça peut être la souffrance, c'est-à-dire que nous découvrons des ressources en nous que nous n'avons jamais soupçonnées. Nous pouvons nous surprendre à tout moment. Et je dois dire qu'au travers des rencontres que j'ai eues avec des personnes de tout âge, ce que j'ai trouvé particulièrement triste, c'est de rencontrer des personnes qui arrivaient à la cinquantaine, donc qui avaient dépensé déjà beaucoup de temps et d'énergie, de découvrir que ces personnes, tout d'un coup, avaient le sentiment d'être passées à côté d'eux-mêmes. On va continuer à parler avec vous de votre ouvrage, Monique de Kermadec, Le plus grand des amours, apprendre à se connaître et à s'aimer, aux éditions Flammarion. Dans un instant, mes chroniqueurs, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous, bien sûr, sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient, mais pas seulement. Géopolitique le Mag, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. La bande de Gaza sera remise aux États-Unis par Israël à la fin des combats. C'est ce qu'a assuré le président américain Donald Trump sur son réseau social aujourd'hui. Dans ce contexte, le ministre de la Défense israélien a ordonné à Tsahal de préparer le départ volontaire des habitants de la bande de Gaza. Après l'Espagne, l'Irlande refuse à son tour d'accueillir des Palestiniens, comme l'a suggéré le ministre israélien des Armées. L'objectif doit être une augmentation massive de l'aide à Gaza, le retour aux services de base et un cadre clair pour le retour des personnes déplacées, a justifié le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Harris. Le Hamas accuse Israël de violer l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur il y a près de 3 semaines. Selon le groupe terroriste, Jérusalem n'enverrait pas assez d'aide à Gaza. Une accusation démentie par l'ONU. Nous avons fait entrer plus de 10 000 camions au cours des 2 semaines qui ont suivi la trêve, a assuré un haut responsable des Nations Unies sur le réseau social X. Promis, il y a 8 mois, les premiers avions de chasse français
français, les Mirage 2000, ont été livrés à l'Ukraine, annonce le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Une nouvelle dont s'est félicité le président ukrainien. Ces appareils renforceront nos capacités, a assuré Volodymyr Zelensky. En France, il faisait l'objet d'une polémique. L'humoriste Merwan Benlazar, accusé d'islamisme après sa participation à l'émission de télévision C'est à vous sur France 5, ne sera plus à l'écran. C'est ce qu'a assuré la ministre de la Culture, Rachida Dati. Enfin, après des mois de tractation, le budget de l'État pour 2025 a définitivement été adopté au Parlement après un dernier vote au Sénat ce matin. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a salué la responsabilité des parlementaires qui ont permis l'adoption du texte. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec la psychologue Monique de Kermadec et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, la psychologue Monique de Kermadec, pour son ouvrage Le plus grand des amours, apprendre à se connaître et à s'aimer, qui vient de paraître aux éditions Flammarion, un livre donc destiné à tous ceux qui ressentent, vous le dites, un vague à l'être, ce sentiment de n'être jamais bien ou de n'avoir jamais trouvé sa place ou sa juste place dans sa vie, à tous ceux qui se sont perdus ou ne savent pas encore qui ils sont. Est-ce que c'est très important de savoir qui on est, Monique de Kermadec, ou finalement, est-ce qu'on peut vivre toute sa vie avec un faux self ? Hélas, certaines personnes vivent avec un faux self. Je pense que ça doit être très inconfortable parce que on n'est jamais, on est très seul. On a l'impression que les autres nous aiment pour ce que nous leur donnons à voir, mais certainement pas pour qui nous sommes. Et c'est très important, oui, d'être soi. Est-ce que vous pensez qu'à la fin de sa vie, on fait le point, bien sûr on se dit je n'ai pas été moi-même, mais est-ce que ceux qui font ce travail, ils sont toujours eux-mêmes à tous les instants de leur vie, quand finalement on est dans un monde où tout bouge tout le temps, et nous aussi sûrement ? Sans le moindre doute, être soi ne veut pas dire que l'on est quelqu'un une fois pour toutes. Nous vivons en fonction des événements et de nos relations. Et c'est la question que je me posais, est-ce qu'on a un socle qui nous détermine toujours, ou finalement on est en mouvement ? Est-ce qu'un jour on peut être une bonne personne, une autre une mauvaise, sans pour autant se trahir ? C'est quand même très compliqué. Le socle serait celui de nos valeurs, je pense. Nous avons des valeurs fondamentales qui ne bougent pas, quelles que soient les circonstances de vie. Mais il est évident que nous pouvons évoluer au travers des années et faire des choix qui vont être différents de nos choix initiaux. Pour savoir qui nous sommes, est-ce que nous sommes nécessairement qui nous sommes au travers du regard des autres, et comment avoir une juste perception de qui nous sommes en adéquation avec celle que notre entourage a de nous ? Ce qui m'amusait tout à l'heure, c'est effectivement quand vous m'avez demandé les 3 points que j'utiliserai pour me définir. Bien évidemment, si vous interrogez 3 personnes qui me connaissent, et c'est vrai pour chacun de nous ici, nous allons entendre des points différents, puisque ça va dépendre de nos sensibilités, de ce que l'on valorise, de ce qui nous est inconfortable ou de ce que nous aimons. Est-ce que nous sommes finalement la somme de ce qu'on pense être et de ce que les autres pensent de nous, ou uniquement l'un ou l'autre ? Nous sommes certainement la somme de cela si on cherche, je dirais, à
à établir un résultat. Mais personnellement, je pense que la perception des autres doit être entendue. Il y a certainement des points d'aveuglement à tout moment dans nos vies sur nous-mêmes. Il y a des choses qui peuvent bouger. Là, je parle plutôt du cœur de notre personnalité, de nos valeurs, de ce à quoi nous sommes sensibles, de ce qui nous fait bouger et nous motive. Comment finalement, Monique de Kermadec, on réussit à devenir soi ? C'est un long parcours. Toute la vie, qui peut durer toute la vie ? J'espère, parce que si on s'arrêtait un jour en se disant « ça c'est moi », et je ne bougerai plus, je pense que ce serait l'équivalent de la mort. On ne serait plus vivant, on n'aurait plus l'occasion de s'enrichir de nouvelles expériences. Dans votre ouvrage, vous parlez de l'histoire d'une certaine Céline, que j'ai trouvée très intéressante. Finalement, elle vient vous voir parce qu'on lui dit de venir vous voir. Elle pense qu'elle est HP et vous finissez par lui dire qu'elle n'est peut-être juste pas dans sa vie. Oui, on peut aller voir un psychologue, on peut consulter parce que on a l'impression que l'autre peut avoir une réponse sur nous à laquelle nous n'avons pas accès. Et nous pouvons chercher tout seul de notre côté une réponse. Je le vois avec tout un nombre de personnes qui cherchent à se mettre dans des cases. Est-ce que je suis autiste ? Est-ce que je suis hypersensible ? Est-ce que je suis... Et comme si la case allait enfin leur permettre d'être plus en paix avec eux-mêmes, parce qu'ils ont une définition de qui ils sont. Cette femme cherchait en fait qui elle était. Quelqu'un lui avait suggéré qu'elle devait être au potentiel, mais elle était certainement de toute façon plus qu'au potentiel, quand bien même elle l'aurait été. Et c'est ce qu'elle est venue trouver d'elle-même, et c'est ce qui lui a permis aussi de vivre sa vie. Est-ce que soi-même, parce que c'est le cas de cette jeune femme, constitue aussi des sacrifices ? Peut-être un certain sacrifice. Je pense que d'une certaine manière, nous devons être prêts à des sacrifices. Si tout d'un coup je ne suis plus celle que vous attendez et que vous m'aimez pour les raisons qui sont les vôtres et auxquelles j'ai essayé de me conformer, il est évident que en changeant, je risque de vous perdre. Parce qu'on doit se dépouiller de certaines choses, de certaines images qu'on a voulu nous coller. Vous parlez beaucoup de cela dans votre ouvrage et vous dites notamment que pour être soi-même, il faut parfois bien se sortir de l'image que les autres ont de nous, parfois quitter un entourage, une famille, un travail, ce qui n'est pas chose, un cercle en quelque sorte, mais aussi d'influences extérieures qui viennent, je vais donner des mots un peu grossiers, un peu pourrir la personne que nous sommes réellement, et aussi des raisons intérieures qu'on s'inflige à soi-même. Tout à fait. Pour ne pas assumer qui nous sommes. Oui, ces raisons extérieures, ce sont des raisons auxquelles nous cherchons à nous conformer pour être acceptés ou pour être aimés. Nous le faisons parfois à un prix très fort qui ne nous permet pas d'être heureux dans nos vies, mais au moins nous pensons nous épargner la perte de l'amour de l'autre qui est essentiel. Très souvent, nous nous changeons pour être acceptés et pour être aimés. Quand j'ai lu votre ouvrage « Le plus grand des amours », je me suis posé une très grande question, Monique de Kermadec. Vous nous proposez bien sûr des solutions pour nous trouver. Vous nous proposez de tenir un journal, de se faire aider d'un thérapeute, de faire une psychothérapie vocale, une anamnèse qui permet parfois des jeux de rôle, je crois savoir, pour se découvrir, se voir comme si on voyait un écran. Est-ce qu'il est possible que même après ce travail, on se découvre un mauvais fond, être une mauvaise personne, ou est-ce que et qu'on puisse vivre avec cela ou pas? Alors, j'aimerais savoir ce que vous entendez par une mauvaise personne, parce que ça impliquerait que certaines personnes ont le mal en elles, quelque part. Et ça, vous n'y croyez pas? Je pense que nous sommes tous capables de bien et de mal. Mais lorsque nous sommes capables de mal, la question fondamentale est pourquoi nous aurions recours au mal. Et très souvent, c'est bien évidemment parce que nous souffrons, parce que nous ne trouvons pas d'autre issue que de
faire mal ou de mal agir. De là à dire que l'être est fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais, moi ça me renvoie à de vieilles questions de littérature et de est-ce que l'homme peut devenir meilleur au travers du temps. Et on a écrit de nombreuses pages sur ça. Vous savez quoi, Monique de Kermadec, la transition est là, parce que tout de suite, c'est l'édito de Madar. Le billet du jour. Et c'est l'heure de retrouver Samuel Madar, alias l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Samuel, vous nous parlez du président américain. Parlons de Donald Trump. Et soyons honnêtes, peut-on encore être modéré à son sujet ? Avec lui, c'est toujours la même histoire. D'un côté, ses détracteurs le décrivent comme un fou furieux, un danger public. De l'autre, ses partisans le voient comme un génie incompris, un stratège hors pair. Soit on est pour, soit on est contre. Et entre les deux, le vide. Pas d'entre-deux. Pas de nuance. Pas de débat posé. Alors posons-nous la vraie question. Trump est-il un tyran ? Un visionnaire ? Ou juste un génie de la provocation ? Et pour répondre, regardons sa dernière bombe diplomatique. Il propose, ni plus ni moins, de prendre le contrôle de Gaza, expulser les Palestiniens vers d'autres pays arabes et, cerise sur le gâteau, transformer Gaza en Côte d'Azur. Oui, vous avez bien entendu, de la guerre totale à Saint-Tropez. Alors forcément, dans la presse, entre nous, dans les médias, on se demande si c'est une annonce qui pourrait être possible ou juste un séisme. Les deux en général. D'ailleurs, le résultat est immédiat. Un véritable tollé international. Le ministère français des Affaires étrangères parle de violation grave du droit international. La députée insoumise Rima Hassan évoque même une déportation. Et que l'on cautionne ou non ce terme, plutôt polémique il faut le dire, difficile d'ignorer ce que cela signifie. Le déplacement forcé de 2 millions de personnes. Mais dépassons l'émotion et regardons les faits. Gaza aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Un champ de ruines ? Un territoire contrôlé par le Hamas, où infrastructures civiles et tunnels souterrains sont contrôlés par les terroristes. C'est un bourbier géopolitique où chaque cessez-le-feu n'est qu'une illusion. Un terreau du chaos où chaque prisonnier palestinien libéré peut devenir un futur cadre du terrorisme. Alors forcément, est-ce que Trump joue avec des allumettes au-dessus d'un baril de poudre ? Ou bien est-il le seul à proposer une solution radicale à un problème insoluble ? Car ses partisans, eux, ne doutent pas. Pour eux, c'est un coup de maître. Et même si cela peut sembler absurde, regardons les faits. En 2 semaines seulement, Trump a redessiné la carte du pouvoir mondial. Voici d'ailleurs un petit top 5 que je vous ai concocté de ses décisions les plus explosives. Numéro 5, asphyxie économique de l'Iran avec une pression maximale sur le pétrole. Numéro 4, 1 milliard de dollars d'armement pour Israël. Le message est limpide. Numéro 3, suppression des financements à l'UNRWA, l'agence de l'ONU dont certains membres sont des terroristes du Hamas. Numéro 2, suspension des financements à l'Afrique du Sud, pays qui, je le rappelle, est à l'origine de la plainte contre Israël pour génocide à la Cour internationale de justice. Et en première position, expulsion immédiate des étrangers ayant participé à des manifestations pro-Hamas aux États-Unis. Alors, coup de bluff ou coup de poker mondial ? Parce que si c'est du bluff, c'est du niveau casino royal. Et là où ça devient intéressant, c'est que le Hamas, après l'avoir conspué, commence à douter. Il se dit même prêt à négocier avec lui, ce qui est assez inédit. Quand l'ennemi juré commence à trembler, c'est que la partie d'échecs a changé. Et forcément, on se pose cette question-là. Trump, c'est quoi alors ? De quoi Trump est-il le nom ? Chacun a sa propre réponse. Un provocateur de génie ? Un stratège visionnaire ou juste le chaos incarné, mais un chaos qui gagne. Seul l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, on peut le détester, on peut l'adorer, mais on ne peut pas l'ignorer.
Et pour lutter face à des organisations islamistes qui haïssent plus l'autre qu'ils ne s'aiment eux-mêmes, peut-être qu'on devrait offrir un petit peu de lecture à certains. Monique de Kermadec, votre livre serait un remède salutaire. Merci beaucoup Samuel Madar, alias l'édito de Madar sur les réseaux sociaux, et forcément une nouvelle transition. Monique de Kermadec, je vous vois applaudir. Quand vous voyez cette actualité, votre regard de psychologue, de psychanalyste, d'experte, vous vous dites quoi? Que le monde va mal? Vous vous dites que l'éducation n'a pas été bonne? Que pour le coup il faut faire une grande actualisation? Non, je pensais essentiellement à « je provoque donc je suis ». Je pense que Trump existe par le biais de la provocation, alors que d'autres peuvent nous endormir par de belles notions, de belles idées, développer des théories avec lesquelles nous serons en accord. Lui a pour premier objectif, je pense, d'exister. Et il y réussit de manière absolument magistrale, puisqu'il choque. Et il existe en choquant. Après, bien évidemment, regardez, il a annoncé qu'il allait faire 100 déclarations. Et le monde est suspendu. On attend. Maintenant, on a compté tant de déclarations. Quels sont les autres? On est tous à l'écoute. En 2 semaines déjà, c'est un record. Oui. Merci beaucoup Samuel Madar, et bien sûr à la semaine prochaine sur Radio J. L'introspection. Chère Monique de Kermadec, nous allons poursuivre évidemment avec quelques questions sur votre ouvrage, mais dans cette partie d'émission, il y a aussi une partie avec une citation qui devrait vous plaire, qui s'intitule d'Oscar Wilde, qui dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant ». Essayons de faire ça maintenant avec quelques phrases qui devraient vous parler puisqu'elles sont dans votre ouvrage. La première, d'Eugène Ionesco. Je ne suis pas habituée à moi-même, je ne sais pas si je suis moi. La seconde, tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être qui nous sommes, de Marguerite Yourcenar. À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel, d'Edgar Morin. Sois toi-même, les autres sont déjà pris, d'Oscar Wilde. Et je voulais vous demander si ce travail de vie finalement avait été aussi le vôtre. Que voulez-vous dire par le travail de vie? Eh bien, le travail de vie qui est de savoir qui nous sommes, le travail de la vie, de se découvrir, tout à fait, de découvrir les autres. Voilà, tout à fait. Je veux dire, je pense qu'il s'est mis en route des tout petits, mais avec des hésitations. Il est devenu urgent à un certain moment de ma vie où j'ai eu des décisions importantes à prendre et où je n'arrivais absolument pas à les prendre, bien que logiquement je pouvais trouver une réponse. Émotionnellement, je ne pouvais pas assumer une certaine réponse, et c'est le moment où j'ai commencé une analyse personnelle. Je crois qu'à partir du moment où on commence à se chercher sur soi, c'est quelque chose qu'on ne peut arrêter, puisque chaque moment de notre vie, chaque rencontre, nous modifie d'une certaine façon. Dans votre livre, alors, vous nous proposez une boîte à outils pour arriver à devenir soi, et aussi des exercices pour apprendre à se connaître, à s'épanouir. Vous faites la différence entre l'estime de soi, l'égoïsme, la haute estime de soi. Et c'est une notion qui est très importante pour vous de différencier et qui déculpabilise aussi certains à l'heure où on se dit si je fais trop attention à moi, j'ai l'air d'être égoïste, alors qu'il y a une phrase assez brillante que vous dites sur le sujet, je crois. Disons que l'égoïsme, c'est vraiment la recherche de ce qui va nous satisfaire quasiment au détriment de l'autre, sans que l'autre soit pris en compte ou les besoins, le bien-être de l'autre soit pris en compte. Or, dans l'amour de soi, nous recherchons certes un équilibre et une satisfaction de vie, mais ça n'est jamais au détriment de l'autre, et celui qui s'aime peut être tout à fait altruiste. L'amour de soi, c'est prendre soin de soi. L'égoïsme, c'est abuser de l'autre. C'est une merveilleuse phrase à retenir à l'heure où il y a aussi tout un intérêt à s'aimer soi-même, prendre soin de nous pour aussi peut-être préserver les autres de nos souffrances, de notre mal-être, de nos malheurs. C'est un sujet pour les mères culpabilisantes aussi, sans pour autant penser qu'elles sont égoïstes. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres aussi. Tout à fait. Et c'est important. C'est un aller-retour permanent.
Et bien tout de suite, on va passer au portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc pour le coup votre portrait, Monique de Kermadec, dans les mots de Christian Richomme. Bonjour Christian. Il y a plein de questions à poser encore, évidemment. Bonjour Monique. Bonjour. En fait, c'est très intéressant parce qu'on vient de passer de la colère. Vous êtes passé de la colère à l'amour. Et cet amour qui peut être un mélange de soi idéal, d'idéal de soi, d'égoïsme, d'égocentrisme ou de narcissisme. Et donc, dans votre livre, vous nous parlez d'amour. Et vous nous donnez de l'amour. C'est important. Et puis, il y a plusieurs définitions de l'amour. Freud parle du transfert. Oui. Lacan parle du manque. Jung parle d'anima et d'animus, de ce complément qu'on a en nous. Et j'ai envie de dire, en citant Nietzsche, que ce n'est pas l'amour qui nous manque, mais l'amour de nous-mêmes. Alors c'est là qu'on vous retrouve, en fait, dans cette quête vers soi-même. Alors c'est très intéressant, puisque vous nous avez dit que l'un des trois mots qui vous caractérise, c'est d'être entreprenante. Et ce que je vois dans ce profil, c'est que vous avez été entreprenante pour les autres. Et avec ce livre, j'ai l'impression que vous êtes entreprenante pour nous-mêmes. Ça veut dire un petit peu pour vous et un petit peu pour nous. Et donc c'est un cycle. Et on voit que dans votre enfance, il y a dû avoir cette volonté d'être aimé. Dans l'enfance, il y a toujours ces premiers amours, l'amour que l'on voit de nos parents et l'amour que l'on a avec eux. Et ça peut laisser une base, ça peut laisser des fractures, ça peut laisser des peurs. Alors on vous voit mesurée, attentive, on vous voit patiente, posée, dans le contrôle, dans l'exactitude, dans quelqu'un qui est extrêmement rigoureuse. Peut-être que ça cache quelques peurs, quelques angoisses. Peut-être qu'il y a la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas contrôler les choses. Ce qui est important, vous nous le redites, c'est de s'aimer. Donc, est-ce qu'on a la peur de ne pas être digne d'être aimé ? Ou la question, c'est l'important c'est d'aimer ou d'être aimé ? Alors, vous avez failli être pharmacienne. Mais vous avez gardé ce côté scientifique, ce côté rigueur. Parce que c'est comme ça qu'on voit votre travail, c'est comme ça qu'on vous imagine, avec cette rigueur. Et je me suis dit, quand vous nous aviez parlé de ce métier, que finalement soigner les autres reste l'idée. Exactement. Parce que vous nous avez dit, c'est une démarche intellectuelle. On y est. Et utile pour les autres. Donc en fait, on aurait pu être même psychiatre. Parce qu'il y aurait eu le côté médicamenteux. Pas les médicaments. mais voilà. Mais vous avez gardé cela. Et puis associé à ça, votre côté femme de lettres. Parce que vous aimez les mots, vous aimez les citations et vous aimez les auteurs. Alors on a tout ce parcours. Et puis vous nous avez dit un petit peu de Descartes. Vous nous avez dit « je provoque donc je suis ». Alors quand je vous écoute et quand je vous lis, j'ai envie de dire « j'aime donc je suis ». Parce que cet intérêt pour l'autre commence par l'intérêt pour soi. Alors vous êtes quelqu'un d'optimiste et je vais faire écho à cette émission et utiliser encore une phrase d'Oscar Wilde qui dit « s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute sa vie ». Très beau. Alors on est à la veille de la Saint-Valentin, alors il faut envoyer un petit message à Cupidon. Il faut lui dire que le plus grand des amours commence par soi-même, commence par s'apprécier, par assurer ses failles, par se libérer, par partager, et du coup peut-être ensuite le partager avec les autres. Merci beaucoup Christian Richomme.
Et vous avez bien sûr quelque chose à rajouter, Monique de Kermadec. J'avais envie, peut-être, et non pas par provocation, mais j'avais envie de dire que toute cette raison et tout ce calme sont peut-être là aussi pour cacher le côté tout à fait passionné et passionnel, qui peut être le mien, mais que je peux choisir de ne pas révéler. Il y a... Coupable. Alors, Samuel Madin. C'est un beau débat. L'amour, c'est aussi de la passion. Et la passion harmonieuse ou la passion obsessionnelle. Merci beaucoup, Christian Richaud. Merci beaucoup pour ce joli portrait sur l'antenne de Radio J. Vous êtes notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, à retrouver sur richaume-psy.fr et tous les jeudis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Monique de Kermadec, vous êtes venue nous voir pour nous parler de votre ouvrage, Le plus grand des amours, apprendre à se connaître et à s'aimer, qui vient de paraître chez Flammarion. Vous nous engagez dans ce livre à mener cette quête intérieure sans jamais perdre de vue 3 ancrages essentiels que je vous l'ai donnés, mais peut-être vous le feriez mieux que moi. C'est vous qui me dites. La liberté de s'aimer dans la bienveillance, dans un premier temps, l'engagement de se respecter au quotidien et la capacité d'assumer ses erreurs. Voilà, c'est très important. Un livre à découvrir aux éditions Flammarion et avec une phrase: connais-toi toi-même et deviens ce que tu es. Un mot de la fin qui vous revient, celui que vous voulez, Monique de Kermadec. J'ai tout particulièrement apprécié vos questions parce que je pense que l'essentiel du message que j'ai voulu faire passer, c'était nous ne pouvons pas faire l'économie de ce parcours dans notre vie. Nous ne pouvons pas faire l'économie de chercher à mieux nous connaître et de nous accepter avec tout ce que nous avons de positif, mais aussi avec nos vulnérabilités et cesser de vouloir être parfait ou de vouloir être ce que l'autre attend de nous. Merci beaucoup, Monique de Kermadec, d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud et Tan Anoukaïev. Merci beaucoup à Hugo Davier pour l'aide à la préparation de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Notez que vous pouvez réécouter nos invités et nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. N'oubliez pas Instagram. Rendez-vous lundi dès 15h avec mon invité Gilles William Golnadel pour le journal d'un prisonnier sorti chez Fayard. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Mais tout de suite, enfin dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. À lundi.